Économique Écosphère, et j'ai l'immense plaisir de recevoir professeur Safouane Benaïssa, enseignant universitaire à l'université Tunis El Manar. Mais c'est quelqu'un qui a étudié à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, entre autres, parce que je ne vais pas citer tout son parcours qui est tellement rempli de bonnes choses. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à sa science pour nous expliquer un tant soit peu les chiffres et les derniers chiffres. Bonsoir Safouane. Bonsoir Mander, merci pour l'invitation et mes chaleureuses salutations pour les auditeurs et auditrices d'RTCI. Alors, Sofiane Benaïssa, vendredi dernier, l'INS a créé la surprise en communiquant un taux de 3,2% de croissance en glissement annuel au deuxième trimestre 2025, après un timide 1,6% au premier trimestre. Mieux encore, l'économie aurait progressé de 1,8% en glissement trimestriel. Les chiffres sont certes flatteurs, mais ils détonnent avec le ressenti du citoyen et des commerçants qui se lamentent d'une activité en berne, plombée par l'inflation et par les retombées de la loi sur les chèques. Safouane Benaïssa, comment se retrouver derrière tout ça? Et puis, qu'en est-il des chiffres de l'INS? Est-ce qu'on peut vraiment mettre en cause les chiffres qui sont présentés par l'INS? Jamais. Pour la deuxième question, il ne faut pas tomber dans ce piège pour remettre en cause la qualité de la production des statistiques de l'INS, oui, qui est jugée pas par ma propre appréciation, mais plutôt par des instances qui sont compétentes en la matière de qualité de production statistique, comme parmi les meilleures institutions, que ce soit dans les pays africains, mais aussi dans les pays du monde arabe. Et ce n'est pas par hasard que les institutions, par exemple des pays de Golfe, sont pratiquement toutes dotées de compétences tunisiennes en la matière. Là, vous nous rassurez, hein. Voilà. Et il y a, je vous rappelle, une certification qui atteste de la qualité, comme dans n'importe quel domaine, de la qualité de la production académique et scientifique des statistiques de l'INS. Très bien, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? Alors, j'aimerais bien commencer d'abord par citer quelques enseignements qui découlent de cette matière dense qui vient de tomber à l'échéance, oui, en respectant l'échéance, c'est très important. Il n'y a pas eu de retard. Oui, c'est 45 jours après la fin du deuxième trimestre. On a eu en tout 4 publications nouvelles, notamment la croissance économique trimestrielle, oui, du T2 2025, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, oui, c'est ce qui nous donne sa croissance. Des exercices d'analyse de conjoncture notamment, que se basant sur des faits économiques constatés et enregistrés et quantifiés. Alors, et là, le premier enseignement, je dirais, oui, qu'on peut tirer, c'est que ces performances, surtout de croissance économique, étaient en décalage et à contre-courant par rapport aux anticipations des uns et des autres. Cela arrive, hein. Cela absolument, arrive, absolument. Partout dans le monde. Absolument. Il y a un ressenti, il y a du pressenti, il y a des anticipations, des attentes, et il y a une croissance. Alors, expliquons un peu le phénomène.
Alors, le chiffre de la croissance, c'est 2,4, hein, Safouane. 2,4 sur le semestre. Sur le semestre. On a 1,6 sur le premier trimestre, 3,2 est la moyenne arithmétique simple des deux performances sur 6 premiers mois. 2,4. D'accord. Tout bonnement. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens ont une mémoire courte et ils sont toujours rattachés sur des faits économiques les plus proches d'eux. Oui. D'accord ? Et donc, par conséquent, et ces faits économiques, généralement, ils ne sont pas représentatifs pour qu'on puisse les agréger, les généraliser sur toute l'économie. C'est comme si on disait, par exemple, dans un lieu quelconque touristique, je prends un exemple, on a vu moins d'Algériens. Voilà, ça veut dire qu'il y a moins d'Algériens. Voilà. Ou l'hébergement chez l'habitant était très décevante, ou la consommation de certains produits était au-deçà des attentes. Et on va généraliser sur toute la situation. Donc, ce qui fait que des situations de décalage par rapport aux attentes. Et quand on essaye de comprendre et suivre, on s'aperçoit très rapidement que les faits économiques ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'économie et que la contribution même de ces faits ne peut pas être importante, aussi importante pour peser sur la performance de la croissance économique. Ça, c'est un fait très important. Et généralement, mémoire courte, pourquoi ? Parce qu'on se contente toujours des derniers faits économiques. C'est vrai qu'il y a cette morosité qui est constatée, mais qui est beaucoup plus rattachée à la saison estivale, essentiellement en mois de juillet. Je rappelle, à juste titre, que le mois de juillet fait partie du 3e trimestre. Et on va revenir sur cette morosité parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, et il y a des alertes aussi dans les chiffres et à travers les chiffres. Donc on fera tout le temps des références et des va-et-vient avec les chiffres pour faire parler les chiffres. Et on ne peut pas se permettre d'aller au-delà de la portée des chiffres. Alors, moralité de l'histoire. Oui. Aujourd'hui, par exemple, on a constaté, et même sur les ondes d'une radio avec un confrère, on a signalé que la loi sur l'échec avait des effets indirects avec un effet de retardement. Et quand bien même le bien fondé de cette loi et de Giraud était très juste. Oui. D'accord. Donc on en convient et on est d'accord là-dessus. Mais comme on oublie toujours qu'on est dans une action-réaction, on oublie très souvent, quand on légifère des lois, qu'il faudrait toujours faire le suivi et surtout l'évaluation a posteriori, surtout au niveau du comportemental. On ne sait pas comment le comportement et la perception des gens des nouvelles règles. Hein, et là, c'est très important de constater que les chèques qui servaient pour les paiements à terme n'ont pas été remplacés totalement par les traites, les effets à terme, etc. Et donc, du coup, ça a laissé un gap. Le gap était comblé par du cash. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que nous sommes à 26 000 milliards de cash. C'est un record absolu de liquidité en circulation dans le pays. Et à mes yeux, c'est pourquoi le banquier central a gardé un statu quo.
quand bien même En termes de fixation du taux directeur. Du taux directeur, parce qu'il y a un gap quand même qui est considérable, de 220 points de base. Avec le taux on d'inflation. est à 7,5 de taux directeur et on est à 5,3 d'inflation. Donc ça laisse droit à 220 points de base. Pour un banquier central, généralement, c'est injustifié de garder ce gap. La prochaine réunion du conseil d'administration de la BCT est prévue pour la mi-septembre. Je comprends parfaitement ce ballottage, cet arbitrage très délicat d'avoir une situation de fait dans le pays, d'avoir 26 milliards de dinars de cash en circulation et en même temps baisser le taux directeur. C'est sa manière de freiner un peu ce phénomène. Je suis profondément convaincu que cette situation de record absolu de liquidité en circulation est provoquée essentiellement comme conséquence inattendue de la loi sur l'échec. Il y avait aussi cette mesure qui permettait de ne plus justifier les montants supérieurs à 5 000 dinars aussi en cash. Aussi, mais il y a autre chose. Il y a autre chose beaucoup plus grave que le cash. Parce qu'une économie qui est en train de reprendre santé, c'est une économie qui décache. Ce n'est pas une économie qui augmente son cash. Plus vous décachez, plus vous gagnez en transparence et en traçabilité, et plus vous êtes dans une conformité formelle, du secteur formel. Bah oui. Plus vous recrutez de l'informel vers le formel. C'est l'informel qui se régale là. Exactement, et je l'ai dit, et c'était mal perçu par certains, depuis le mois d'avril et mai surtout, à l'occasion de la publication de la performance premier trimestre, que justement la population des transactions par des paiements formels, je pense à la carte bancaire, je pense aux effets de commerce, c'est-à-dire les traites, etc., se rétrécit au détriment de liquidité abondante dans le pays. Et ça, c'est un gap qui n'est pas comblé. Et troisième conséquence indirecte de la loi sur l'échec, c'est justement quand vous avez de la liquidité qui est disponible, c'est une incitation à la consommation. Forcément. Donc, vous alimentez la demande d'une manière passive, sans contrepartie en production. Et la quatrième conséquence indirecte, c'est la détérioration du taux d'épargne. Parce que les gens, il faut comprendre que c'est un phénomène très grave. Et là, aujourd'hui, on constate avec amertume que nous ne sommes pas dotés d'un organisme en guise d'observatoire. Pas de consommation uniquement, un observatoire de politique publique a posteriori. C'est un organisme qui mérite d'exister et qui se doit comme mission de suivre un peu l'implémentation des politiques. On change de règles de jeu à chaque fois qu'on légifère une nouvelle loi, etc. Notamment les codes. Hein. Oui. Le code de travail, c'est une loi organique, c'est une constitution. Tout à fait. Donc, on a besoin de cet organisme qui va permettre d'évaluer les politiques publiques a posteriori pour savoir est-ce que, comme vous savez, comment on concocte une loi. Il y a des exposés de motifs, il y a donc le texte, le contenu, et il y a une simulation d'impact oui. escompté. Donc, on espère converger vers cet impact. Oui. Ça, c'est a priori. Maintenant, a posteriori, au moment
Après l'implémentation, il se trouve que des facteurs que nous n'avons pas quantifiés, qui rentrent en jeu et qui peuvent fausser la donne. Et là, on se doit de toujours rectifier et apporter des ajustements qui sont nécessaires. Oui. Et donc là, je souligne le manquement d'un organisme qui prend cette forme d'observatoire, qui continue à faire le suivi. Nous, on légifère et on laisse aller. Nul n'est parfait. Et tout sujet est perfectible. Et si on ne réussit pas au premier coup, il y aura toujours une deuxième chance pour apporter les ajustements nécessaires. Et le monde, enfin la réalité de l'économie, elle est tellement complexe que assez souvent, il y a des manquements de considération qui vont peser très lourd. Et même très lourd. Très bien. Donc ça, c'est les contextes de conséquences qu'on doit souligner et que peut-être un dernier point dans le même ordre d'idées. Aujourd'hui, nous avons constaté que le secteur de services, excepté le tourisme, est gravement atteint en termes d'activité économique. Et ça ne doit pas passer inaperçu. Je crois que le fait aussi d'une conséquence de la loi sur l'échec, sur la chaîne de valeur, au niveau des services, mais c'est un sujet qui s'apprête à évoluer aussi pour l'industrie plus tard. Quand on s'attarde sur les chaînes de valeur, d'accord ? Je prends par exemple la distribution. Un fournisseur pour de la distribution, il va se retrouver après la loi, il s'est retrouvé après la loi, contraint d'acheter ses approvisions en cash, du jour au lendemain. C'était à terme en cash. Le problème, c'est que en fin de chaîne de valeur, les grandes surfaces, les structures de distribution, grandes, moyennes ou petites, ils ont continué à raisonner en paiement à terme. Donc, du jour au lendemain, il est contraint d'acheter en cash ses inputs et son output, il est vendu à terme. C'est chaotique pour la trésorerie. Et il n'y a que les grandes structures qui ont des assises, qui peuvent se permettre d'amortir ce choc. Pour le reste, et là, on est en train de constater des fermetures et des faillites drastiques aussi et des dépôts de bilan de plein de commerçants. Aujourd'hui, ça touche essentiellement les services. Mais la même chaîne de valeur dans les industries... Une contamination. Absolument, mais c'est une question de temps pour que la contingent prenne forme. Il faut vraiment s'alarmer par rapport à cette situation, ce phénomène, et apporter des réponses très rapidement, sous forme d'ajustement. On ne va pas remettre en cause le bien fondé de ce qui était fait. Encore une fois, c'était bien fondé et c'était justifié. Maintenant, sur la modalité, on est en train de passer juste à côté et sacrifier une bonne partie de l'économie. On doit être veillant. Et ce phénomène, les perdants dans cette loi, toujours une loi, quand on change des règles, il y a des gagnants et des perdants. Et une évaluation à juste titre d'une politique publique doit confronter la perte du gain. S'il y en a plus d'un côté ou d'un autre. Absolument. Donc là, il faut vraiment s'attarder sur ce phénomène et surtout noter que les perdants sont de petite et moyenne taille. Généralement, les grands, ils ont une bonne assise pour pouvoir amortir ce phénomène. Revenons à nos moutons. Oui, alors,
Safouane Benissa, on parle d'inflation qui continue à baisser. Hein. Absolument. D'abord, revenons sur les 3,2. Qu'est-ce qui a fait 3,2, oui. Les 3,2. Le taux de croissance. Alors, essentiellement l'agriculture. Et je veux vraiment beaucoup parler de l'agriculture parce que c'est un secteur primaire, mais c'est un secteur qui est complexe. Complexe du fait que l'effet direct de sa contribution est faible hein, Oui. au PIB. Mais son poids, par exemple, c'est 6%. Je crois qu'un peu Mais- plus peut-être. mais- 8%, oui. Mais c'est les effets indirects et les effets induits qui font que l'agriculture, c'est un secteur qui est crucial. Donc, c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, c'est un secteur qui reste traditionnel et qui est intimement lié aux facteurs météorologiques. Oui. Cette année, Dieu merci, nous avons La bénéficié À voter pour nous, comme la pluie temps de Venezuela. doublement. Oui. Doublement. D'abord quantitativement, sur les quantités pluviométriques, Oui, par rapport aux 5 dernières années, oui. mais plus important, c'est la répartition de cette quantité tout le long de l'année. On a eu des moyennes comblées mensuelles. D'octobre jusqu'à mai, on a surperformé toutes les moyennes mensuelles. Donc la répartition est très importante. Elle est autant importante que la quantité de pluie. Tout à fait. Évidemment, il y a eu un rebond manufacturier. Ça, c'est très important parce que les industries manufacturières, elle est elle emploie beaucoup de main-d'œuvre. C'est un secteur qui emploie beaucoup de monde. Et d'ailleurs, quand l'agriculture va, l'agroalimentaire va aussi. Ça va de pair. Oui, ils Hein. sont liés. La bonne nouvelle, mécanique et électrique, donc ils étaient au rendez-vous. Et donc nous avons eu donc en tout le bâtiment et la construction donc Ça a fonctionné aussi. Oui. c'est resté stagnante, mais à un niveau qui est un rebond. Et le bâtiment, quand le bâtiment va, Tout va. tout va. Donc ça, c'est ce qui a fait. Et aussi, il y a eu le refonctionnement de la raffinerie de l'Astir. De la style, oui. Nous rappelons que le 1,6, ils étaient à l'arrêt le premier Oui. trimestre. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça contribuait au fonctionnement. Mais il faut se poser des questions sur l'Astir. Parce que quand ça refonctionne, c'est vrai que ça contribue en valeur ajoutée, mais à un surcoût C'est ça. par rapport, comparé au fait qu'on importe, on importe la même quantité raffinée Ça nous coûte moins cher. en CIF, Oui. jusqu'à arriver C'est ça. au port pétrolier de Zarzona. Donc, l'Astir mérite des autorités publiques une attention particulière, une réflexion très profonde qui prend la forme de restructuration de son business model, de son modèle de fonctionnement. C'est ça. Et donc, moralité de l'histoire, ça nous a fait une moyenne semestrielle de 2,4. Donc, à compter 1,6 le premier trimestre et 3,2 le deuxième trimestre. Il y a beaucoup à dire sur les détails, mais bien on évidemment, va comme se on n'a pas beaucoup contraindre, de temps, justement. Oui. On va peut-être aller vers l'emploi et le chômage. Il y a une amélioration quand même, Sofiane. Alors, Safouane Benissa, pardon. l'amélioration, effectivement, est drivée par le secteur du tourisme et l'agriculture, encore une fois. Et vous voyez, ça, c'est encore une fois les effets indirects de l'agriculture Oui. qui va employer beaucoup de gens et qui va alimenter, enfin, Forcément, de contribuer la à nourriture, des l'alimentation. Absolument. Oui. Et ça, c'est très important. Et
il y a eu même un effet indirect sur les prix. Les prix des fruits et des légumes n'a pas baissé. Mais ils ont augmenté de manière absolument moins... voilà, mais ils ont stagné par rapport à l'année dernière avec des quantités assez abondantes. Donc, le chômage et cette amélioration de 15,7 à 15,3 au deuxième trimestre. Il y a eu 40 000 emplois qui ont été ajoutés absolument, au trimestre. Absolument. Et rappelons aussi que on est en train d'enregistrer les performances avant la rentrée en vigueur du code de travail, le nouveau code de travail. Oui. Alors, il y a d'autres dynamiques qu'on va enregistrer en troisième trimestre. On n'est pas bien placé pour se prononcer sur des tendances. Voilà, on est en train de collecter les données. Et là aussi, ça mérite d'avoir un suivi pour savoir est-ce que ça a aidé à... D'accord, la pérennité, la sécurité des employés, mais aussi est-ce que ça a été accompagné par une destruction d'emplois ou pas. Oui. Parce que c'est une balance, hein, c'est un trade-off à voir. Oui. Je crois que le sujet crucial va concerner le commerce extérieur. Oui. Et là, il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que aujourd'hui... On est déjà à moins je pense, pratiquement au jour d'aujourd'hui, on est à moins 12. Hein, mais bon, puisqu'on s'arrête au 30 juin, on est à moins 9 900 milliards. Commençons par le taux de couverture qui fait que on confronte les exportations et les importations, oui. Et on est à 75,6% sur les 7 premiers mois, hein, et contre 79,4%. C'est-à-dire les exportations ne couvrent que 3/4 des importations. Et on était à 78 en 2023. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, disons... excusez-moi, Monzer, sur la moyenne semestrielle de 2,4%, oui. Rappelons que, à juste titre, que la loi de finances prévoyait 3,2 en 2025. Oui, elle prévoit toujours. Bon, donc, on est sur 6 mois, bien au-deçà on est à un rythme de 2/3 des prévisions. De ce qui a été prévu. Voilà. Mais aussi, toujours, en matière de prévision, il y a essentiellement 3 prévisions faites par des perspectives économiques, des outlooks que font l'FMI, Banque mondiale, BAD, oui. Sur toute l'année. Alors, croissance Tunisie 2025, dernière prévision de l'FMI, 1,4, Banque mondiale 1,9 et BAD 1,9. Sachant que l'FMI, en octobre, à l'occasion de l'annual meeting, ils font une deuxième révision. Révision, ils peuvent réviser à la hausse, etc. Ça sera du 1,9 vraiment... Alors, moralité, pour situer un peu cette performance des 6 premiers mois. Oui. On surperforme les institutions, ce qu'ils ont prévu, les institutions internationales, et c'est bien au-deçà de notre prévision nationale. Donc, on est entre les deux, hein, à 2,4. On est à mi-chemin. C'est ça. C'est justement le 3e trimestre qui va déterminer effectivement... Alors, pour l'agriculture... Qui aura raison? Voilà. Pour l'agriculture, il faut savoir que la valeur ajoutée, elle est étalée sur toute l'année. C'est une aubaine, hein, des vignes. Encore une fois, vous en parlez avec parce que les effets indirects, ils sont inestimables. Ça, c'est le don du bon Dieu.
Et vraiment, j'ai souligné que notre agriculture, elle est encore à prédominance traditionnelle et il faut que les les autorités compétentes accompagnent la transformation de notre agriculture parce que ça, c'est un secteur qui ne peut pas se limiter tout simplement aux effets directs. Les effets indirects et son incidence, elle se propage sur tout le pays. Et on ne peut pas rester tout le temps tributaire de cette pluviométrie, des conditions météorologiques. Nous fait défaut. Absolument, la plupart du temps. On est sur un rythme d'un bon millésime sur 4, 2 moyens et un, c'est complètement décrété la sécheresse. Donc, ça, c'est ce qu'il en est par rapport donc, aux prévisions de l'FMI. Sur la loi de finances, alors, la croissance, elle est de 3,2. Le Brent, le baril, il est à 77,4. Et le taux de change technique, il est de 3,1 dollars. Alors, on a parlé de la circulation fiduciaire, on a parlé du refinancement de la BCT, le volume global de refinancement, qui est à 13 milliards. 13 milliards de dinars. Et justement, aujourd'hui, donc le dollar, il est en raffermissement par rapport contre le dinar. Il est à 2,9. 2,9, oui. Au 19. C'est quand même une aubaine. Et donc une dévaluation du dinar face à l'euro à 3,35. Voilà. Alors, justement, donc aujourd'hui, nous avons cette histoire de transfert de TRE et de tourisme qui sont bien là. Alors, au 10 août, on a les recettes en devises enregistrées au niveau de la Banque centrale. Elle est jour pour jour par rapport à 2024 en croissance de 8,5%. Donc, ça contredit quelques mauvaises langues qui parlent de fiasco de la saison, touristique. Oui. Mais on peut en parler par rapport au secteur informel. Ça peut prendre tout le sens de ces pronostics controversés. Les transferts, les remittances, les transferts des TRE. Oui, des résidents à l'étranger. Donc, 5 milliards de dinars, 5,23 exactement au 10 août, avec une croissance de 7,9 jour pour jour. C'est-à-dire, comparé au 10 août 2024, on est à presque à 8%. Absolument. Donc, total flux courant, on est à 8,5 milliards de dinars. Alors, on espère l'amélioration du taux de couverture d'importation grâce à la saison touristique. C'est pas gagné. Oui. Mais ce qu'on peut constater, c'est que il y a beaucoup de dynamiques qui cohabitent au niveau de ces agrégats, notamment en matière de train de vie, c'est-à-dire notre train de vie. Alors, pour comprendre, pour la balance de paiement, rien que 5 produits importés représentent à peu près 30% de nos importations. À savoir les hydrocarbures, céréales, surtout, hein. Médicaments, les voitures et le fer. Le fer. Voilà. C'est vraiment la partie majeure de ces importations. Et aujourd'hui, encore une fois, on veut sortir de ces clichés qu'on ne sait pas ni gérer la pénurie, ni gérer l'abondance. Face à une saison agricole exceptionnelle,
On a vu, c'est vrai, quelques efforts du ministère de l'Agriculture à installer quelques silos pour le stockage. Le stockage, oui. Le problème des sacs, je ne crois pas qu'il s'est posé, mais on attend des réformes structurelles. À quand cette loi tant attendue au niveau du pipeline qui autoriserait le secteur privé d'importer le céréal? Pourquoi s'esquinter, délapider les finances publiques absolument dans cet exercice? Et ça, c'est très important. Ce qui est vrai pour le céréal l'est aussi pour le fer et pour tous les produits de monopole. Surtout les hydrocarbures posent un problème hein, parce qu'ils font... Aussi pour les courtiers tunisiens. Pourquoi ne pas penser à des entrepôts avancés, c'est-à-dire donner l'autorisation qu'ils viennent, qu'ils l'importent, par exemple du café, oui, d'accord, et qu'ils occupent des stocks au niveau de Rades en entrepôts avancés, sous douane, oui. Et que on gagnerait à plusieurs titres. D'abord, on pourrait acheter lorsque les prix, par exemple, sont à la baisse. C'est l'affaire du courtier. Oui, c'est le courtier. En plus, quand vous n'êtes pas contraint, en tant qu'OCT, par exemple, de passer des commandes mastodontes avec des volumes très importants. Avec des volumes très importants. Oui. On peut morceler les besoins d'une semaine. Et si vous passez la commande, vous n'êtes pas contraint d'attendre des délais de quelques semaines, 4, 5, jusqu'à 6 semaines. Par exemple, le sucre, s'il est de provenance du Brésil, il lui faut exactement 6 semaines, 1 mois et demi. C'est ça. Quand vous avez du stockage chez les privés, en entrepôt avancé, vous passez le matin une petite quantité, l'après-midi, vous êtes approvisionné et on n'aura plus ces ruptures. Ces solutions, c'est de l'agilité. Oui. Et c'est de l'ingénierie des finances publiques. C'est de l'optimisation. Tout à fait. C'est en ayant le même résultat, vous gagnez en temps, en énergie et en argent. Surtout. Donc, il y a des solutions. On ne voit pas des réformes de taille qui vont s'attaquer sur la structure. Autre constat concernant les performances... Il nous reste 3 minutes, professeur Safouine. C'est très important ce que je suis en train de dire. On voit des performances d'un trimestre à un autre en dents de scie. Et ça, c'est pas bon. Parce que la croissance, elle peut être jugée comme conjoncturelle. Elle n'est pas structurelle. Pour qu'elle soit structurelle, elle doit maintenir le cap. Un cap haussier, un cap baissier. Mais avoir c'est du conjoncturel. Regardez ce que je suis en train de raconter. Une raffinerie par-ci qui a refonctionné, des conditions clémentes. Elle a dopé la croissance. Des conditions météorologiques clémentes qu'ils ont apporté une pluviométrie par là. On n'est pas souverain de notre destin. Et là, ça ne peut pas être structurel. Donc, il ne faut pas se réjouir beaucoup de cette performance sur la croissance économique. Moi, je la qualifie comme conjoncturelle, avec un regain du terrain. À qui profite le crime? Au secteur informel, encore une fois. Et il faut garder bien au clair. Ce n'est pas parce que les indicateurs sont au vert qu'on va se montrer myope par rapport au problème du secteur informel. Le secteur informel, il n'est pas dérangé aujourd'hui. 40% du PIB, professeur. Alors, officiellement, sur les chiffres de l'INS, c'est 30%. 30%, ça c'est de la comptabilité nationale pure et dure. Encore une fois, il y a des effets indirects qui ne sont pas comptabilisés. Et il y a d'autres postes qui ne sont pas encore comptabilisés. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le seul secteur qui se prolifère d'une manière
c'est l'ironie du terme, d'une manière structurelle, c'est le secteur informel. C'est une avancée sereine. Mais Alors, il faut dire les choses. Oui. On est jaloux de notre pays, on veut vraiment du bien, et il faut avoir de l'audace au niveau des réformes structurelles, encore une fois. On va terminer, professeur Safouane, pardon. C'est Sofiane qui est mon collègue et qui s'occupe de la réalisation digitale. Alors, on va terminer quand même sur une conclusion positive. La conclusion, j'espère bien profiter des 2 trimestres qui arrivent. On a une rentrée aussi économique parce que la séance unique, c'est une hibernation économique. Il faut vraiment revoir cela. Franchement, ce matin, j'étais dans une municipalité. Je ne vous dis pas comment les choses se passaient. Je veux dire que une municipalité fantôme. Ce n'est pas possible de pouvoir continuer à travailler. Ce n'est pas possible de faire semblant d'être là alors que ni la présence corporelle ni la présence de l'esprit y est. Quand on travaille en présence corporelle et avec la présence de l'esprit. Honnêtement, moi j'ai vu les employés. Honnêtement, je suis resté pendant 1h30 de temps. J'ai même été voir le responsable. Franchement, il travaille. Mais il y a un problème. Et d'ailleurs, le responsable m'avait dit, écoutez, monsieur Zid, malheureusement, on est très loin du numérique. C'est ce qui fait que nos services sont de cette latence, du nombre. Écoutez, professeur Safouane, une légalisation de signature, elle prend, je ne sais pas, 5 minutes, 7 minutes par personne. Et il y a je ne sais pas combien de dossiers qui sont remplis par l'employé. Donc voilà. Donc je crois qu'il faut se pencher là-dessus, comme tu viens si bien de le dire. Et vous avez surtout utilisé le terme institutionnalisé, pérennisé. C'est ça. Hein. Il faut prendre les choses en profondeur. Il faut que ça soit pas du conjoncturel, mais du structurel. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, professeur Safouane Benaïssa. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant universitaire à l'université Tunis El Manad. La rentrée, c'est pour... c'est pour bientôt. 2-3 semaines, tout compter. Et on vous souhaite un joyeux anniversaire quelques heures avant. Voilà. Merci. Longue vie. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui dans Écosphère. Voilà. Nous terminons cette émission avec un peu de musique. Faisal, que je remercie vivement, Faisal Helali, pour sa collaboration technique. Et Sofiane Benjim pour la réalisation digitale. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cet entretien, ils peuvent le voir et l'écouter en intégrale sur la page Facebook de RTCI. Voilà, sinon moi je vous retrouve dans quelques heures puisque je serai matinale à partir de 6h du matin pour écouter de la bonne musique. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. 120 minutes.